Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de participer à ce deuxième webinaire. Nous sommes très heureux d'accueillir Radhika Desai parmi nous, économiste politique et politologue à l'Université du Manitoba, n'est-ce pas? Radhika, je vais te laisser te présenter, puis nous parler de ton analyse des affaires mondiales. Bien sûr. Donc oui, je suis essentiellement professeur d'études politiques à l'Université du Manitoba, mais j'ai toujours abordé la politique en lien avec l'économie politique. En 2013, j'ai publié un livre intitulé Geopolitical Economy After US Hegemony, Globalization and Empire, dans lequel je proposais une manière très différente d'aborder les affaires mondiales, car aucune des approches dominantes en relations internationales ou en économie politique internationale ne nous permet vraiment de comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est simplement essayer de vous donner un aperçu de ma compréhension. J'ai préparé une présentation. En gros, je pense que cette perspective que j'aimerais vous faire découvrir au cours des 30 ou 40 prochaines minutes constitue vraiment une meilleure façon de comprendre pourquoi nous connaissons le type de turbulence que nous observons dans le monde aujourd'hui, pourquoi nous vivons cette turbulence et pourquoi elle prend cette forme particulière. Pourquoi les États-Unis sont-ils si agressifs sur le plan militaire? Cela rejoint également un article que j'ai écrit récemment pendant la pandémie. En fait, une série d'articles visant à donner du sens à ce qui se passait. L'un d'eux, qui était le dernier de la série, s'intitulait « Le sort du capitalisme se joue dans l'équilibre des puissances internationales ». C'est donc une approche largement marxiste, mais en même temps très critique. Les marxistes sont bien sûr critiques à l'égard des théories bourgeoises, les théories dominantes, mais cette approche est aussi critique envers une grande partie de ce qui passe aujourd'hui pour du marxisme. C'est donc une sorte de préambule. Évidemment, lorsqu'on essaie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, l'un des problèmes est que les gens pensent souvent en termes de causes uniques. Beaucoup d'entre elles sont sans aucun doute extrêmement puissantes, mais ce n'est pas la bonne manière de raisonner. Ainsi, bien que le complexe militaro-industriel soit extrêmement puissant, il n'en constitue pas l'unique explication. Ou encore le lobby israélien, là aussi très puissant, mais ce n'est pas la même explication. En réalité, il s'agit donc de différentes approches. Mais lorsque nous abordons les approches de l'étude des affaires mondiales, les relations internationales ou quel que soit le nom qu'on leur donne, aucune des grandes approches dominantes en relations internationales ou en économie politique internationale ne fonctionne réellement. Prenons-les donc très rapidement, une par une. Le réalisme, bien sûr. Eh bien, pour moi, cette idée selon laquelle tous les pays seraient également agressifs sur le plan militaire et chercheraient tous à étendre leur puissance, a toujours servi de couverture à l'agression et à l'expansionnisme des États-Unis, et ainsi de suite. De plus, il ne peut vraiment pas expliquer pourquoi tant de problèmes actuels émanent presque exclusivement des États-Unis, ni pourquoi, si l'on y regarde de plus près, le comportement de pays comme l'Union soviétique ou la Chine sont capitalistes en réalité défensifs. Elle n'a pas été agressive de la même manière que les États-Unis l'ont été. Donc le réalisme ne fonctionne pas. Et aussi, c'est un peu ma blague préférée en ce moment, le réalisme, parce qu'il repose sur cette notion d'intérêt national, ne correspond à rien qui motive réellement la politique étrangère. Les États sont censés poursuivre leur intérêt national, mais cela ne fonctionne pas vraiment. Car l'intérêt national est censé désigner l'intérêt, disons, de tous les Américains, dans le cas des États-Unis. Alors qu'en réalité, bien sûr, la politique étrangère américaine n'est pas guidée par les intérêts de tous les Américains.
Elle est guidée par les intérêts d'une élite corporative. Donc, vous savez, cela ne fonctionne pas. Ensuite, il faut avancer une hypothèse secondaire, comme celle de l'IPAC, qu'ont fait John Mearsheimer et Stephen Walt. Vous savez, dire qu'il existe un lobby pro-israélien et que c'est pour cela que le réalisme ne peut pas expliquer ce qui se passe réellement. Donc, vous savez, le réalisme présente de nombreux problèmes. Ensuite, lorsqu'on en vient au libéralisme ou à la thèse de la mondialisation, c'est tout simplement empiriquement faux. Je veux dire, les États sont restés essentiels pour comprendre ce qui se passe dans les relations internationales. La soi-disant mondialisation n'a pas profité à tout le monde. Franchement, si cela avait été le cas, nous ne serions pas ici. Nous n'aurions pas autant de sujets d'inquiétude. Et bien sûr, historiquement, ces dits libres et libres-échanges n'ont jamais favorisé la prospérité. En effet, comme je vais l'expliquer, la seule manière de comprendre la dynamique des affaires mondiales consiste à saisir le fait que les marchés libres et le libre-échange ne produisent ni développement, ni croissance, ni progrès, et ainsi de suite. Au contraire, c'est une réaction défensive de la part des États sous la forme de politiques dirigées par l'État, de type État développeur, qui a constitué le processus par lequel la capacité productive s'est diffusée à travers le monde. Que l'on parle de l'industrialisation des États-Unis, de l'Allemagne, du Japon, ou plus tard de l'Union soviétique, de la Chine ou de tout autre pays, le schéma est le même. Évidemment, il existe une vaste littérature sur ce sujet produite par les théoriciens de l'État développeur que vous connaissez sans doute, qu'il s'agisse d'Alice Amsden, de Robert Wade, de Ha-Joon Chang ou d'autres. Et cela se tient. Et même Keynes, je veux dire, je n'ai pas beaucoup de citations ici, mais même Keynes faisait remarquer en 1934 dans son essai L'autosuffisance nationale que nous sommes aujourd'hui des pacifistes avec une telle force de conviction que si les internationalistes économiques pouvaient l'emporter sur ce point, ils regagneraient notre soutien. Mais il ne semble pas évident désormais qu'une grande concentration d'efforts nationaux sur la conquête du commerce extérieur, la pénétration de la structure économique d'un pays par les ressources et l'influence de capitalistes étrangers, et la dépendance étroite de notre propre vie économique à l'égard des politiques économiques fluctuantes de pays étrangers, constituent des garanties ou des assurances pour la paix internationale. Autrement dit, le libre-échange et les marchés libres ne mèneront pas à la paix internationale. En effet, dit-il, il est plus facile, à la lumière de l'expérience, naturellement, il écrit après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, de soutenir tout le contraire. Ainsi, la thèse de la mondialisation n'est qu'une affirmation de la vision fondamentalement libérale du laisser-faire, qui, comme je le soutiens, n'en est en réalité pas une du tout. C'est une idéologie de l'impérialisme, pour des raisons que j'expliquerai dans un instant. Et puis, il y a cette thèse de l'hégémonie américaine. La thèse de l'hégémonie des États-Unis est également peu plausible. Elle ne peut pas rendre compte de la multipolarité. Elle ne peut pas expliquer l'ascension relativement pacifique de pays comme la Chine ou de la Russie en son temps, au milieu du chaos engendré par le déclin des États-Unis et de l'Occident. La thèse de la stabilité hégémonique nous oblige également, ou plutôt, la manière dont certains soutiennent que les États-Unis demeurent hégémoniques malgré de fortes preuves du contraire, à dire « Eh bien, je regarde à l'horizon, où est le nouvel hégémon ? Il n'y en a pas, donc les États-Unis resteront hégémoniques. » Ce n'est pas un très bon argument. J'expliquerai quelle a été ma position, mais cette recherche de nouveaux hégémons est totalement vaine. Et comme je l'ai montré dans mes propres écrits, le but de la théorie de la stabilité hégémonique était en quelque sorte de théoriser le rôle des États-Unis dans le monde.
Et malgré la grande érudition des auteurs travaillant sur la stabilité hégémonique, en particulier celle des théoriciens des systèmes mondes comme Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi et d'autres, leur cadre théorique ne parvient pas à expliquer le principal cas qu'il est censé éclairer, à savoir les États-Unis. Tout ce qu'ils affirment à propos des cités-États italiennes, de la Hollande ou de la Grande-Bretagne ne s'applique pas au cas américain. Prenons un seul exemple. Selon leur idée, le capital, dans la phase de déclin, s'écoule de la puissance déclinante vers la puissance montante, alors que les États-Unis, bien sûr, absorbent du capital venu du monde entier à un rythme effréné, même durant leur période de déclin, période qu'ils considèrent comme telle. Ainsi, bien que je reconnaisse que l'agressivité actuelle des États-Unis soit animée par un déclin de leur puissance, je ne suis pas d'accord pour dire que les États-Unis étaient hégémoniques. L'hypothèse selon laquelle les États-Unis sont hégémoniques nous empêche de comprendre le passé récent, et je dirais le passé effectif, de notre propre époque. Autrement dit, le passé qui reste pertinent pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Cela dit, je ne veux pas laisser entendre que les chercheurs travaillant dans ces approches n'auront jamais raison, ou qu'ils ne seront jamais capables de dépasser les limites des cadres qu'ils utilisent. L'érudition et l'intelligence individuelle dépasseront toujours, vous savez, les limites de ces approches. Mais ce que je dis, c'est qu'ils travaillent avec de mauvais outils. C'est cela qu'il faut retenir. Mon propre point de vue, celui que je vais développer, l'économie géopolitique, repose également sur une critique plus large de l'organisation du savoir au XXe et XXIe siècle. Ce que je considère comme central ici, c'est l'émergence de l'économie néoclassique à la fin du XIXe siècle, puis la création d'une sorte de division du travail à caractère socio-scientifique autour de celle-ci, en commençant par Max Weber, qui avait d'abord été formé en économie et qui a instauré cette séparation entre l'économie et la société. Autour de cela, on voit apparaître d'autres disciplines des sciences sociales, la science politique entre autres. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces disciplines reprend le récit de l'économie néoclassique, celui selon lequel le capitalisme est, peut-être et doit être, un système autorégulateur, un système qui n'a pas besoin d'intervention de l'État, et ainsi de suite. Ce récit est largement considéré comme vrai par les autres scientifiques sociaux. Ainsi, face à cela, mon approche est historique. Elle est matérialiste, elle est largement marxiste, mais je souligne largement parce qu'elle est aussi critique envers une grande partie de ce qui passe aujourd'hui pour de l'économie marxiste, ainsi qu'envers une grande partie de ce qu'on appelle le marxisme occidental. Cela tient principalement au fait que, comme je l'ai montré dans plusieurs de mes écrits, très tôt les marxistes, lorsque l'économie néoclassique a émergé et qu'elle s'est à bien des égards construite contre des courants comme le marxisme et le socialisme, au lieu de l'affronter directement, se sont le plus souvent contentés de reprocher à l'économie néoclassique d'ignorer le marxisme et l'exploitation du travail. Au-delà de cela, les économistes marxistes ont souvent cherché à adapter le marxisme à l'économie néoclassique. Mais si l'on considère le fait que ce sont des disciplines complètement antithétiques, par exemple, la valeur n'a aucune place dans l'économie néoclassique. Les marxistes ne pensent pas qu'il existe une sphère économique séparée, ils la comprennent comme une économie politique, des relations de classe, et ainsi de suite. L'économie néoclassique est fondamentalement anhistorique, tandis que le marxisme n'est rien d'autre qu'historique. Donc, pour toutes ces raisons, cela ne pouvait jamais fonctionner, mais bien sûr, précisément parce que cela ne fonctionne pas, c'est une entreprise sans fin. On continue d'essayer, d'une manière ou d'une autre, de faire coïncider les deux. Je me sépare donc aussi d'une grande partie de ce qui passe pour du marxisme, en particulier en Occident. Mon propre argument a toujours été:
Et préciser que j'ai commencé à écrire cette économie géopolitique et fait critiquer la thèse de la mondialisation. À l'origine, j'avais l'intention de critiquer la thèse de la mondialisation du point de vue d'une théorie de l'hégémonie américaine, dans la mesure où je considérais cela comme vrai, car, en tant que chercheur, j'avais été très impressionné par l'érudition des théoriciens des systèmes mondes et d'autres encore. J'ai donc pris pour acquise une certaine version de la théorie de la stabilité hégémonique. Mais lorsque j'ai commencé à essayer de l'opérationnaliser afin de l'utiliser pour une critique de la mondialisation, je me suis rendu compte qu'elle ne tenait pas la route. Il existe autant de définitions de l'hégémonie qu'il y a d'auteurs, voire davantage. Et finalement, après avoir pris conscience de cela, j'en suis venu à adopter. Et bien sûr, j'ai également considéré la stabilité hégémonique, en particulier dans sa version des systèmes mondes, comme une forme de marxisme. Mais sur tous ces points, j'ai fini par être désillusionné et j'ai dû élaborer une approche différente. Ainsi, au final, mon travail est devenu une critique de ce que j'appelle les idéologies cosmopolites. Des idéologies qui affirment que l'économie mondiale constitue un tout unifié, un système parfaitement intégré dans lequel les États-nations n'ont pas d'importance et où les marchés libres et le libre-échange dominent. Soit elle est unifiée uniquement par les marchés, ce qui correspond à la thèse de la mondialisation du libre-échange, soit elle est unifiée par un pays dirigeant et hégémonique. Mais une fois cette hégémonie établie, on continue à présenter l'économie mondiale comme un ensemble parfaitement unifié. Et c'est précisément ce qui me semblait être le problème. L'idée était de comprendre que ces idéologies cosmopolites ne sont pas seulement fausses, mais que la raison pour laquelle elles perdurent est qu'elles sont des idéologies de l'impérialisme. Le but même de l'impérialisme, à travers ces idéologies, et bien sûr de nombreux autres instruments, la force, les prescriptions politiques, les institutions, et ainsi de suite, est d'ouvrir le reste de l'économie mondiale aux activités et à la pénétration du capital corporatif métropolitain. C'est tout l'enjeu. C'est pourquoi il faut des idéologies d'ouverture, de cosmopolitisme, ce que Friedrich List aurait appelé des idéologies cosmopolites. D'accord. Donc, mon argument a toujours été que ce n'est pas que les États-Unis soient hégémoniques, ni qu'ils l'aient été autrefois, et soient maintenant en déclin, mais qu'ils ne l'ont jamais été. Au début du XXe siècle, ils ont commencé à nourrir une ambition, constatant le déclin de la puissance du Royaume-Uni, de remplacer la Grande-Bretagne en tant que segment dirigeant de l'économie mondiale, pour reprendre les mots d'un historien. Ils n'y sont jamais parvenus. En réalité, même à cette époque, ils ont déjà réduit cette ambition. Dès le début du XXe siècle, la guerre était déjà si coûteuse, si onéreuse, si meurtrière. Et par-dessus tout, le monde avait déjà été partagé entre les anciennes puissances impérialistes. Ils étaient donc très explicites. Ils ne cherchaient pas à acquérir le pouvoir. Un empire comparable à celui de la Grande-Bretagne n'aurait pas été possible et il ne fallait pas tenter de le faire. Mais ils se contenteraient de faire du dollar la monnaie mondiale. Mon argument est que même cette ambition réduite n'a pas abouti, car le dollar posait déjà problème avant 1971. Pour une raison simple, permettez-moi une brève digression ici, ou plutôt, laissez-moi une minute pour expliquer pourquoi. Le rôle de la livre sterling dans le monde ne reposait pas sur son existence en tant que monnaie nationale britannique. Il n'était possible que parce qu'il s'agissait d'une monnaie impériale. Elle ne fonctionnait que parce que la Grande-Bretagne pouvait extraire des excédents de ses colonies non peuplées de colons. L'Inde britannique, bien sûr, étant la plus importante d'entre elles, mais aussi d'autres régions.
les Caraïbes, et ainsi de suite. Ainsi, elle a tiré des excédents de ces pays et a ensuite pu exporter ces excédents sous forme de ces célèbres exportations de capitaux vers l'Europe, les États-Unis et ses autres colonies de peuplement. C'est aussi pourquoi la période de l'étalon sterling a été celle de l'industrialisation la plus rapide dans ces régions du monde. Mais bien sûr, sans empire, les États-Unis ne pouvaient pas vraiment exporter du capital. Ils ont donc fourni de la liquidité par le biais de déficits. Cela a été soumis au dilemme de Triffin, qui était déjà devenu opérationnel au début des années 1960. Les États-Unis ont dû créer un pool d'or pour maintenir la convertibilité du dollar en or. Au cours des années 1960, ils ont essayé tous les expédients possibles pour préserver cette garantie, mais cela a échoué. En 1971, cette garantie a dû être supprimée. Et depuis lors, ma thèse est que ce qui semble être une hégémonie continue du dollar repose en réalité sur une série de financiarisations, des expansions d'activités purement financières destinées à créer une demande financière de dollars afin de contrecarrer le dilemme de Triffin. J'expliquerai dans quelques minutes pourquoi ce système atteint aujourd'hui ses limites. Bon, cette compréhension des affaires mondiales repose sur une conception du capitalisme comme étant fondamentalement contradictoire. Ce dont nous pouvons parler si vous le souhaitez, mais je ne veux pas vous ennuyer avec trop de théories marxistes. Après tout, c'est un système contradictoire. Et l'État est nécessaire dans ce système. Il est constamment requis pour traiter et gérer les contradictions du capital, que ce soit par des actions intérieures, telles que des concessions à la classe ouvrière, la répression de la classe ouvrière, la régulation du capital, l'expansion de la demande et ainsi de suite, ou par des actions internationales. Et ces actions internationales, bien sûr, prennent la forme de l'impérialisme. C'est une analyse des relations internationales propres à l'ère du capital. Et par conséquent, elle ne parle pas de société ou de choses de ce genre. Il faut comprendre que le capitalisme, l'ère du capital, possède sa propre dynamique dans les relations internationales. Ce n'est pas facilement comparable à d'autres formations sociales. Le capitalisme est contradictoire. Par conséquent, il est spatialement impérial. Et chronologiquement, il possède sa propre histoire. Il ne reste pas identique, car chaque contradiction exige une nouvelle intervention, qui le transforme ensuite, et ainsi de suite. Oui, il évolue donc historiquement. L'État joue un rôle central dans cette gestion. Il n'existe jamais d'économie mondiale homogène. Il y a toujours des économies nationales, bien sûr, reliées à d'autres économies. Mais c'est la nature de ces connexions qu'il nous faut comprendre. On ne peut pas simplement supposer qu'il existe une mondialisation, etc. Je vais donc maintenant passer à l'impérialisme, car c'est bien de cela qu'il s'agit, l'impérialisme. Ainsi, l'économie géopolitique place l'impérialisme au cœur de la compréhension des relations internationales. Vous savez, on peut étudier les relations internationales partout dans le monde, mais on n'y parle pas de l'impérialisme comme d'un élément central. Pourtant, c'est bien ce qui est central. Or, l'impérialisme exige deux types de choses de la périphérie subordonnée. Les pays capitalistes ont besoin de deux choses. D'abord, que la périphérie subordonnée absorbe leurs excédents de marchandises et de capitaux, ensuite qu'elle leur fournisse des biens et une main-d'œuvre à bas coût. Mais ces deux ensembles de besoins sont contradictoires, car d'un côté, la périphérie doit être suffisamment prospère et stable pour absorber les excédents de marchandises et de capitaux, et de l'autre, elle doit être assez pauvre pour livrer ses matières premières, ses biens intermédiaires, ses biens salariaux, à bas prix, aux pays impérialistes. Cette contradiction a donc sa propre histoire, sur laquelle je ne peux pas m'attarder en détail. Mais, en substance, c'est là un ensemble de contradictions. Et il y en a un autre,
à savoir que bien sûr le reste du monde ne va pas accepter la subordination impériale sans réagir. Ils savent que la subordination impériale implique essentiellement le refus du développement. Ainsi, par exemple, des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne ont été très explicites durant leur phase d'industrialisation sur le fait qu'ils allaient entreprendre une industrialisation dirigée par l'État précisément parce qu'ils ne souhaitaient pas rester des appendices agricoles du Royaume-Uni. Et donc, à cette époque, enfin bref, c'est aussi, bien sûr, ce qui se produit aujourd'hui lorsque l'on observe des exemples réussis de développement ailleurs dans le monde. Cela signifie que la dynamique des relations internationales, ce que Trotsky appelait le développement inégal et combiné, porte avant tout sur le développement. Pourtant, c'est un aspect dont on ne parle pas. Les relations internationales sont généralement abordées en termes de puissance militaire, de puissance diplomatique, etc., etc. Mais il s'agit avant tout de développer sa société, de la transformer structurellement afin de créer l'industrialisation et ainsi de suite. L'impérialisme exige qu'il y ait une complémentarité entre les économies à forte valeur ajoutée du cœur impérial et le reste du monde. La résistance à l'impérialisme rejette ce rôle complémentaire et affirme « Nous voulons atteindre une similitude en termes de puissance économique » et ainsi de suite. C'est donc vraiment de cela qu'il s'agit. Et je devrais ajouter un autre point. Le capitalisme, dans cette compréhension, a lui aussi sa propre histoire. Ce n'est pas quelque chose qui s'établit puis reste inchangé. La manière dont Marx envisage cette histoire, que je trouve très plausible, est que le capitalisme qui requiert la concurrence comme élément fondamental de sa dynamique tend finalement vers le monopole, car dans le processus de concurrence, les entreprises les plus faibles sont éliminées. Et bien sûr, les entreprises prospères deviennent de plus en plus grandes. Ainsi, le capitalisme était déjà en train d'atteindre sa phase monopolistique du vivant de Marx. Et Marx a écrit à ce sujet. Il a dit qu'une fois que le capitalisme atteint sa phase de monopole, il devient mûr pour le socialisme. C'est un point intéressant que même les auteurs de la Monthly Review, Baran, Sweezy et d'autres, qui écrivent tant sur le monopole, ne relèvent pas vraiment, ce qui est assez curieux. Et dans un certain sens, je dirais que cela s'est globalement révélé exact. Mon argument est donc que l'économie mondiale était déjà devenue multipolaire à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avec l'industrialisation de la deuxième vague de puissance face à la domination britannique du marché mondial, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon et ainsi de suite. Et leur industrialisation avait déjà rendu le monde multipolaire. Leur industrialisation pouvait encore être capitaliste, car il restait encore des colonies à conquérir en somme. Et bien sûr, la concurrence interimpériale entre elles a fini par donner naissance à la Première Guerre mondiale. Cela a inauguré ce que j'aime appeler, selon le terme d'Arnaud Meyer, la crise de 30 ans, car les deux guerres mondiales étaient intimement liées l'une à l'autre. La Première Guerre mondiale n'a rien résolu, donc inévitablement, il y a eu une Seconde Guerre mondiale. Ce fut donc une grande crise de 30 ans au début du XXe siècle. Et c'était une crise commune du capitalisme et de l'impérialisme. Depuis, les deux sont en déclin, pas de manière linéaire, ni même très évidente, mais en déclin tout de même. L'impérialisme, car, bien sûr, c'était le point culminant, la crise des 30 années fut une crise de l'impérialisme, au cours de laquelle les puissances impérialistes se sont fait la guerre et se sont, pour ainsi dire, mutuellement détruites de manière assez significative. C'est également dans ce contexte que le socialisme est apparu sur la scène historique, car à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de possibilité de développement selon un mode capitaliste. La seule voie de développement possible passait par une forme d'industrialisation planifiée, comme celle tentée en Union soviétique et aujourd'hui en Chine.
Et c'est pourquoi, à l'exception de pays comme la Corée du Sud ou Taïwan, qui sont bien sûr des pays de première ligne pour le communisme, des avant-postes de l'impérialisme, on n'a pas connu de véritable industrialisation significative et réussie ailleurs que sous des auspices socialistes. Bien sûr, c'était aussi une crise de l'impérialisme dans un autre sens. Les forces anti-impérialistes et anticoloniales se sont renforcées durant cette période. Si bien qu'à la fin, en 1945, il était très clair que la décolonisation était inévitable. Et fait très intéressant, et c'est un point sur lequel j'insiste de plus en plus, pour résoudre cette crise, l'une des ironies historiques fut qu'il fallait les forces du communisme. La crise engendrée par le capitalisme et son impérialisme ne pouvait être résolue sans l'intervention des forces socialistes, celles de l'Union soviétique, des communistes chinois et d'autres mouvements communistes de la région. Tant la victoire en Europe que celle contre le Japon ont nécessité ces forces, qui ont également payé le plus lourd tribut en vies humaines, et ainsi de suite. Ensuite, le capitalisme était lui aussi en déclin, car bien sûr, il y avait eu la Grande Dépression au milieu de la crise des 30 années. Des économistes comme Alvin Hansen avaient formulé la thèse de la stagnation séculaire. Des penseurs comme Keynes et Polanyi pensaient tous qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde prendrait un tournant décisif vers la gauche. Hayek craignait la même chose et il a écrit La route de la servitude pour l'empêcher. Mais ensuite, les gens ont pensé que, vous savez, l'âge d'or du capitalisme avait essentiellement dissipé ses craintes, annulé ses attentes. On avait le sentiment que le capitalisme avait retrouvé sa vitalité et ainsi de suite. Mais je réfuterais cela. La croissance de l'âge d'or prend en compte la croissance du monde entier. Et pendant cette période, les pays socialistes ont connu une croissance très rapide. L'Union soviétique, la Chine, tous deux ont connu une forte expansion. Les pays en développement croissaient également, car ils menaient tous une forme de projet national autonome à tendance de gauche. Et dans les pays du premier monde, comme l'a souligné Eric Hobsbawm, des États-providence avaient été créés. Les États s'étaient engagés dans une gestion macroéconomique keynésienne, entre autres, ce qui avait créé les conditions du boom. Ces réformes, l'État-providence, entre autres, étaient des réformes qui, comme l'a noté Hobsbawm, auraient autrefois été rejetées comme socialistes, mais elles durent être entreprises parce que le capitalisme était affaibli, les classes ouvrières renforcées et les forces anti-impérialistes consolidées durant cette période. De telles mesures étaient donc nécessaires. Bien sûr, le système sous-jacent dans les pays du premier monde demeurait capitaliste et comme à son habitude, il entra en crise 2 ou 3 décennies plus tard. Il y eut cette grande crise de stagnation, une crise de rentabilité, une crise de l'impérialisme, illustrée par la montée de l'inflation et de nombreux autres éléments. La baisse de la rentabilité et la saturation de la demande furent, à mon sens, une part très importante de ce phénomène. Et je ne veux pas entrer dans les détails et j'en arrive presque à la fin. En somme, ce que je veux soutenir, c'est que dans ce contexte, le néolibéralisme est adopté comme la voie de sortie de la crise. Mais le néolibéralisme lui-même est, à mon avis, l'une des plus grandes impostures. Je veux dire l'économie néoclassique, parce que l'économie néoclassique a très peu à dire sur le monopole, même si elle est née à une époque où le capitalisme était devenu monopolistique. Elle parle de concurrence, elle parle de marché libre, mais lorsque vous donnez la liberté à un capitalisme monopolistique sénile, vous n'obtenez pas la restauration de la dynamique de croissance, ce qu'on nous avait promis, si l'on accordait plus de liberté au capital, comme cela a été fait au cours des 45 dernières années. Ce que vous obtenez, c'est la démonstration croissante ou la manifestation croissante des vices du monopole, le rentiérisme, le manque d'investissement, la faible croissance et surtout la financiarisation.
Nous avons donc été témoins de tout cela. Et bien sûr, la financiarisation, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni, était systématiquement nécessaire au bon fonctionnement du système du dollar. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est que tout ce système arrive à une impasse. Le système du dollar, à mon sens, atteint un point où la stratégie de financiarisation elle-même est mise en danger par la montée de l'inflation. La Réserve fédérale se trouve donc face à un dilemme. Doit-elle combattre l'inflation en relevant les taux d'intérêt, comme l'a fait Volcker? Si elle le fait, elle va faire éclater la bulle financière, la bulle de tout que connaît aujourd'hui l'économie américaine, ce qui, bien sûr, aura de graves conséquences pour le système du dollar. Ou bien elle tolérera l'inflation, ce que beaucoup de gens affirment qu'elle fait effectivement. Et si c'est le cas, alors le dollar sera érodé par ce biais. Ainsi, ce que l'on observe, et bien sûr, depuis les 20 ou 25 dernières années, certainement depuis le début du nouveau siècle, peut-être même depuis les années Clinton, en réalité depuis la fin de l'Union soviétique, c'est que les États-Unis ont également poursuivi une politique de militarisme pour compenser le fait que leur puissance économique n'est pas suffisamment attractive pour contraindre d'autres pays à s'aligner sur eux. Le militarisme remplace donc la puissance économique. Aujourd'hui, la résistance vient principalement de la Chine et de la Russie. Je dirais qu'autrefois je parlais beaucoup plus de multipolarité, mais je pense que nous assistons peut-être à l'émergence d'une nouvelle forme de bipolarité, notamment parce que d'autres pays comme l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud ne semblent pas capables de suivre des politiques anti-néolibérales suffisamment fortes pour soutenir leur croissance. Mais nous verrons bien ce qu'il adviendra. Bref, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il me semble que nous faisons face à une sorte de crise. Une situation dans laquelle, comme je l'ai indiqué dans mon titre, le sort du capitalisme dépend désormais de l'équilibre des puissances internationales. J'espère vous avoir donné une idée de la manière dont je conçois ces questions et j'attends avec impatience vos questions et vos commentaires. Merci. Merci beaucoup, Radhika. C'était beaucoup d'informations. Mais si je vais à l'essentiel, c'est la structure économique, la structure socio-économique, qui est en fin de compte responsable de la manière dont nous voyons se développer la géoéconomie et la géopolitique. Donc, il faut d'abord se concentrer sur l'économie, puis on comprend comment les évolutions politiques doivent suivre, n'est-ce pas? Oui. En revanche, la politique et l'économie ne sont pas séparées. Il faut avoir une économie politique et une économie géopolitique. Dans ce cadre, bien sûr, on peut se concentrer sur l'organisation de la vie matérielle que l'on peut appeler l'économie, mais bien sûr, il n'existe pas d'économie distincte de la politique ou du reste de la société. Donc oui, c'est pour cela que j'utilise les expressions économie politique et économie géopolitique. Je n'aime ni le terme géopolitique ni celui de géoéconomie que, je crois, Edward Luttwak a inventé au début des années 1990. Mais oui. Alors, ouvrons le débat. Jeffrey, en tant qu'autre économiste de notre panel, pourrais-tu partager tes réflexions et tes questions? Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Radhika. C'est très stimulant et j'en apprécie beaucoup certains aspects, tandis que j'ai quelques désaccords avec d'autres. J'aime vraiment votre affirmation selon laquelle le réalisme est en réalité une théorie sur l'agression des États-Unis, car je pense, dans un sens plus profond, que le réalisme est une théorie sur le comportement britannique et américain. Ce n'est pas une théorie universelle. Elle affirme que les pays sont intrinsèquement violents parce que les Britanniques et les Américains le sont intrinsèquement. C'est donc une sorte de projection du comportement des États-Unis. Dire qu'il y aura inévitablement de la violence, donc nous serons violents. Je suis donc tout à fait d'accord avec cela.
Je ne suis pas certain de certaines autres définitions, mais je suis entièrement d'accord sur ce point. C'est très intéressé quand on est l'hégémon de dire que c'est soi ou le déluge et qu'il n'y a rien après. Et je pense que c'est manifestement faux. Je ne suis pas certain des définitions du libéralisme, selon qu'on l'entende comme la disparition des États ou non. Et je suis en fait, je suis fondamentalement plus optimiste quant au rôle des marchés internationaux dans le soutien de ce que j'appellerais un large phénomène de rattrapage économique. Les marchés ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont entièrement contrôlés par une puissance dominante à des fins d'extraction. On peut les appeler marchés, mais c'est en réalité une forme d'extraction, et c'est bien cela, l'impérialisme. On ne s'attend pas à ce que sa colonie se développe. On en extrait les ressources. Et nous avons besoin d'une théorie claire de l'impérialisme. L'impérialisme en tant que phénomène économique, et pas seulement politique, pour comprendre comment fonctionne l'extraction et ce que fait la puissance impériale. Ainsi, si l'on observe que pendant la période de l'impérialisme, les colonies ne se sont pas développées, à mon sens, ce n'est pas une contradiction avec l'idée que les marchés internationaux peuvent être un mécanisme de croissance. C'est le reflet même du but de l'impérialisme, qui est l'extraction. Et l'extraction fonctionne de plusieurs manières. On ne construit pas d'industrie localement, on n'éduque pas la population localement, et on veille à ce qu'il n'existe aucun mécanisme permettant à la colonie de devenir suffisamment consciente d'elle-même et puissante pour chasser la puissance impériale. En ce sens, les marchés ne sont en rien une garantie. Ce ne sont même pas vraiment des marchés, mais ils en ont l'apparence. Ils sont gérés par des entreprises. Il y a des échanges, mais ce n'est pas vraiment le seul type de marché. Et les marchés ne sont pas intrinsèquement exploiteurs. Tout dépend de leur structure et de leur gestion. Je crois par exemple que la croissance de la Chine après 1980 a largement dépendu des marchés internationaux et qu'il y a eu une période bénigne d'environ 30 ans durant laquelle les États-Unis, soit par naïveté, idéologie ou par intérêt de la classe des entreprises, qui gagnaient beaucoup d'argent en investissant en Chine, ont permis à la Chine d'avoir une croissance tirée par les exportations. Sans cela, il aurait été très difficile d'y parvenir à l'intérieur même de la Chine. Et je pense de manière générale, encore une fois, que je généralise en laissant de côté 1000 nuances, réserves et notes de bas de page. L'industrialisation du Japon à la fin du XIXe siècle, qui s'est transformée en une industrialisation militariste, impériale et même fasciste, a, dans un sens important, été soutenue par des marchés extérieurs. Depuis la restauration de Meiji, la reprise du Japon après les années 1950, sous le parapluie sécuritaire des États-Unis, a été similaire à celle des soi-disant tigres asiatiques, qui se sont également développés dans un environnement de sécurité très favorable, fourni par les États-Unis. Il s'agissait véritablement d'une croissance tirée par les exportations, qui a permis la spécialisation, la montée en gamme technologique et tout ce que cela est censé produire. Je ne veux donc pas rejeter l'idée de spécialisation de marché et de commerce, mais je suis aussi tout à fait d'accord pour dire que elles existent sous de nombreuses formes et variétés, et elles peuvent être totalement exploiteuses. Elles peuvent n'être qu'un vernis de pouvoir, ou bien une réalité de croissance. Par exemple, à mesure que la Chine est devenue aussi prospère qu'elle l'est aujourd'hui, les États-Unis sont devenus absolument hostiles à leur propre idéologie de libre marché. Vers 2010, ils ont commencé à reconnaître que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une Chine soumise, pas une Chine prospère. Il faut donc désormais, je cite, « contenir la Chine ». Ainsi, l'idéologie prétendument libre-échangiste s'est révélée n'être qu'un mince vernis,
une fois qu'il est apparu qu'elle constituait une menace pour l'hégémonie illusoire des États-Unis, dirais-je. Et un autre point sur lequel je ne suis pas d'accord, lorsque vous décrivez le monde comme multipolaire, même en 1910, je crois que vous l'avez dit, ou à peu près à cette époque, c'était selon moi un monde impérial européen. Bien sûr, nous ne sommes pas en désaccord sur ce point, donc j'emploierai simplement le mot différemment. D'après ma manière de dater les choses, la période de 1750 à 1950 correspond à l'ère impériale européenne. Je pense qu'elle a été incroyablement cruelle, incroyablement vulgaire, incroyablement destructrice. Et cette période intermédiaire autour de 1910 était une compétition entre empires en Europe. Mais je n'appellerai pas cela multipolaire, je parlerai plutôt de compétition intra-européenne. Ce que j'aime dans la multipolarité actuelle, et c'est peut-être juste une question de sémantique, mais pour clarifier, c'est qu'il existe réellement une Chine, une Inde, une Russie qui défient ouvertement les États-Unis en disant « nous ne faisons pas partie de votre système ». Et cela, pour moi, c'est la multipolarité. La domination occidentale, c'était l'ère de l'impérialisme occidental. Et, en un certain sens, cela s'est terminé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les États-Unis devenant un empire d'un autre genre, bien sûr, mais avec suffisamment de souveraineté en Inde, en Chine et ailleurs, pour que ces pays puissent se développer en dehors de l'État sécuritaire américain. Donc pas comme des vassaux, contrairement à ce que les États-Unis avaient supposé. L'autre chose que je dirais simplement en termes de classification et de langage, c'est que je ne dirais pas que tous les pays ont, si je vous ai bien compris, mais peut-être que non, connu une industrialisation socialiste. Je veux dire qu'ils se sont industrialisés. L'idée d'une économie de libre marché est une bande dessinée, et l'a toujours été, même au plus fort de l'idéologie du libre marché en Grande-Bretagne en 1850. Bien sûr, la Compagnie des Indes orientales n'était pas un marché libre. The East India Company was not a free market. It was a private army backed by a public. C'était une armée privée, soutenue par une armée publique. Et donc il n'y a jamais eu, eh bien je pense que Polanyi l'a souligné, des revendications, et peut-être même des aspirations et des idéologies de marché libre. Mais c'est impossible. Personne ne voudrait vivre dans une société aussi épouvantable, et elle ne pourrait d'ailleurs pas être imposée. Il est également vrai que la période d'industrialisation a toujours impliqué à la fois le capital privé et le pouvoir public de multiples façons. Il n'y a donc jamais eu de système de marché pur. Mais il y a vraiment une différence entre l'Union soviétique à son apogée et par exemple le Japon. Le Japon avait du capital privé dans un système étatique unique, mais cela restait du capital privé. Et la Chine possède beaucoup de capital privé, d'orm kerptoil d'État qui dit tater pergaling then, runaisav kiel nuin a uthi. The Soviet Union really was an excess. It was the idea that it would be state-owned. C'était l'idée qu'il s'agirait d'une propriété et d'une planification étatique. Point final. Alors que tous les pays prospères, je dirais, sont des systèmes mixtes, à la fois étatique et privé. Dire que tout est privé, c'est une caricature. Cela n'a jamais été le cas. D'un autre côté, même si, dans une perspective marxienne correcte que je partage, l'État peut être le serviteur du capital privé, il faut tout de même l'État pour construire les infrastructures, assurer la puissance navale et d'autres choses encore. C'est donc un système mixte. Alors que la tentative de l'Union soviétique, à laquelle j'ai eu l'occasion d'assister de près, de tout faire elle-même, car elle a effectivement fini par accident, par passer à un système entièrement étatisé, n'a pas été un grand succès. C'était vraiment un désordre à la fin. C'est pourquoi je crois en une économie mixte. J'aime assez l'observation de Gerschenkron en 1952 selon laquelle plus on arrive tard, plus on a besoin de l'État pour se protéger de la prédation extérieure des puissances existantes et pour rattraper plus vite.
Et je pense que c'était une remarque très intelligente de la part de Gerschenkron, qu'on obtient davantage d'intervention de l'État plus tard, en partie parce qu'on comprend que la Grande-Bretagne a réellement progressé lentement par un développement graduel pendant un siècle et demi. Bien sûr, l'État a toujours été présent, mais c'était une croissance de 2%, alors que si l'on veut croître à 5 ou 10%, il faut vraiment l'État pour y parvenir. Je préfère donc adopter l'approche de l'économie mixte, l'idée que nous en avons besoin, et que tout développement réussi repose sur une économie mixte. Ensuite, je suis cosmopolite, donc je veux simplement aborder cette question avant de te redonner la parole. Je ne crois évidemment pas que les nations disparaissent, il faudrait être insensé pour le penser, et je ne crois pas non plus que les nations, les cultures, les localités ou les ethnies n'aient pas d'importance, bien sûr que si. Mais je crois en cette idée de subsidiarité et de gouvernance à toutes les échelles. Donc, j'aime l'ONU, j'aime les organismes régionaux, j'aime les organismes nationaux et j'aime les organismes locaux. Je ne veux pas que l'ONU gère mon système scolaire ou qu'elle construise mes routes. En revanche, je ne veux pas que l'État-nation décide des questions liées au changement climatique. Je préférerais un cadre supranational dans lequel nous essayons de réparer l'atmosphère de la planète dans son ensemble. En ce sens, je crois que ce que nous devrions toujours décrire, dans une approche constructive ou normative, c'est que nous avons besoin d'une gouvernance à tous les niveaux. Et j'aime l'idée de subsidiarité, qui consiste à laisser les décisions au niveau le plus local possible, tant que cela permet la réussite. Mais lorsqu'il s'agit des armes nucléaires, des océans, de l'espace et du climat, je veux une ONU, et je veux m'assurer que nous l'ayons. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr de comprendre. Je veux dire, il y a une expression utilisée tous les jours dont j'ignore littéralement le sens pour ceux qui l'emploient. Le global, qu'ils détestent les mondialistes, ou la critique du mondialisme, parce que cela vient à la fois de la gauche et de la droite. En un sens, je suis un mondialiste parce que je travaille pour l'ONU chaque jour sans être payé. Mais je le fais parce que je crois que c'est absolument essentiel. Mais je suis aussi un localiste, car la plupart des aspects de la vie ne seront pas déterminés à un niveau mondial et ne devraient pas l'être. Et l'attaque contre le mondialisme semble recouvrir de très nombreuses significations. Vous savez, nous ne voulons pas que l'ONU nous dise quoi faire. Nous ne voulons pas des hélicoptères noirs de l'ONU. Nous ne voulons pas que l'ONU nous impose la communauté LGBTQ. C'est la critique de la droite. Je ne sais pas exactement, mais je n'aime pas ce terme parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Je pense qu'ils veulent dire pas de gouvernance mondiale. Ce que je crois impossible dans notre monde interconnecté et qui serait complètement destructeur si nous suivions la voie folle de Donald Trump. Donc je pense qu'en fin de compte, je suis d'accord avec vous sur presque tout, sauf peut-être sur les définitions, mais peut-être pas. Je ne suis pas sûr que les différences soient vraiment au cœur de la question, ou s'il ne s'agit que de catégories et de langage. Je vais donc m'arrêter là. Alors, Hadis Gabway. Bien sûr. Je veux dire, bon sang, vous avez dit tellement de choses vraiment intéressantes. Et je pense en fait que nous pourrions finir par nous accorder sur le fait que la plupart, sinon toutes, de nos différences tiennent aux termes employés. Alors, laissez-moi me concentrer. Je suis vraiment heureux que certaines de mes remarques vous aient plu, et c'est beaucoup, formidable. Et laissez-moi simplement dire qu'à un certain niveau, je suis très largement d'accord avec vous sur ce que vous dites à propos des marchés. Mais il me semble que ce que vous dites sur les marchés est, et vous avez dit que l'idée d'une économie de marché libre
vous êtes d'accord avec Polanyi, c'est une chose de bande dessinée, vous êtes d'accord avec Polanyi, les marchés sont toujours intégrés. Parfait, nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Donc, ce que vous dites, c'est que les marchés fonctionnent à condition qu'ils soient correctement gérés par les États pour la concurrence, pour, vous savez aussi, en ce qui concerne les services fournis par les marchés dans le domaine de l'éducation, etc. Même la politique industrielle, vous n'y êtes pas opposé, et ainsi de suite. Et bien sûr, List lui-même était assez clair sur le fait que le but de la politique industrielle, le but du développement dirigé par l'État, serait de permettre à un pays donné de franchir cette première étape de l'industrialisation, mais qu'il rejoigne ensuite le marché mondial, et ainsi de suite. Donc je pense que, et je n'y suis pas nécessairement opposée, je pense que le libre-échange n'est problématique que si un pays produit des ordinateurs et un autre des bananes. Mais si un pays produit des ordinateurs et un autre des téléviseurs ou autre chose. Merci. Donc, je pense que vous savez l'essentiel de ce que vous dites. D'accord. Ensuite, vous avez dit que l'industrialisation du Japon avait été soutenue par les marchés, bien sûr. Mais aussi fait intéressant, le Japon a entrepris une forme d'industrialisation tirée par les exportations, ce qui a eu deux conséquences. La première est qu'elle dépendait d'un marché extérieur, ce qui signifie qu'on est essentiellement en train de désindustrialiser une autre partie du monde. Et aussi, lorsque vous pratiquez une industrialisation axée sur les exportations, vous ne vous souciez pas vraiment du niveau de vie matériel de votre propre classe ouvrière, car ce ne sont pas vos consommateurs. Et je pense que c'est ma principale critique de l'industrialisation tirée par les exportations. Il faut une forme d'industrialisation dans laquelle, comme disait Henry Ford, vos ouvriers doivent pouvoir acheter. Et vous savez, c'est intéressant de voir qu'Henry Ford, en tant que phénomène, émerge à cette époque, lorsque les États-Unis, au début du XXe siècle, se heurtent déjà à la difficulté d'un manque de débouchés. Donc, c'est pas surprenant que, eh bien, sans dire que je sois d'accord avec Ford surtout, mais c'était un homme réfléchi à sa manière et il a compris cela. Donc, tant mieux pour lui. Bref, c'est une chose. La deuxième chose que je dirais, c'est que, oui, Marx, vous voyez, il existe une relation très intéressante entre les marchés et la planification. Parce que qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est une production planifiée. Ainsi, les entreprises existent comme de petites structures de production planifiées au sein des marchés. Mais bien sûr, dès qu'on atteint le monopole, de plus en plus de l'économie devient une production planifiée sous l'autorité de capitalistes privés. Et c'est en partie ce que Marx voulait dire. Lorsqu'on atteint le stade du monopole, le pays devient mûr pour le socialisme. Car si la production est déjà planifiée, pourquoi la laisser sous contrôle privé? Pourquoi ne pas la placer sous contrôle public, sous contrôle démocratique? Pourquoi les travailleurs ne la prendraient-ils pas en main? Il est absurde qu'elle reste sous autorité privée. Et bien sûr, lorsqu'elle l'est, elle peut non seulement être oppressive pour les travailleurs, mais aussi sujette au rentiérisme, et ainsi de suite. Pour toutes ces raisons, il n'y a absolument aucune justification à cela. Et aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, ces entreprises peuvent planifier les choses de manière extrêmement complexe. Nous savons tous à quel point Walmart peut planifier précisément combien de bouteilles de tel ou tel shampoing doivent se trouver sur quelle étagère, dans quel magasin et à quel moment. Il dispose de toutes ces boucles de rétroaction d'informations. Eh bien, vous savez quoi? Cela rend la planification plus envisageable dans un contexte démocratique. Nous devrions donc être capables de le faire. Beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet et je n'en connais qu'une partie. Je n'ai pas mené une étude approfondie, mais je pense que le point fondamental est juste. L'éthique nous permet en réalité de planifier mieux que jamais.
ce qui ne veut pas dire que nous... Eh bien, c'est l'une des ironies du sort que l'Union soviétique se soit désintégrée justement au moment où ce type de technologie commençait à apparaître. Imaginez donc, cette industrialisation stupéfiante a été entreprise sans disposer telle technologie de l'information. Dans les années 1930, l'Union soviétique était devenue la deuxième puissance industrielle du monde. Ils ont continué à planifier l'économie. Bon, peut-être pas très bien, vous voyez ce que je veux dire. Nous avons tous lu Aleknov et nous savons ce qui a mal tourné, et ainsi de suite. Mais enfin, ils ont tout de même réussi à faire un travail sacrément bon, compte tenu de tout. Et ils ont offert aux citoyens soviétiques un niveau de vie au moins à peu près comparable à celui de l'Occident. Je pense que c'est une réalisation tout à fait remarquable. Au fait, une chose que je n'ai pas réussi à dire ici, c'est que la forme d'industrialisation qui a eu lieu après le début du XXe siècle devait être fondamentalement différente. Parce que, vous savez, à moins qu'elle ne se déroule sous le parapluie de l'impérialisme, comme ce fut le cas en Corée du Sud ou à Taïwan, elle serait différente à trois gardes. Tout d'abord, cela devrait se produire à partir d'une situation où le pays a été affaibli par l'impérialisme, ce qui n'était pas le cas pour les pays européens. Cela devrait se faire sans le privilège de l'impérialisme, car, et c'est une longue discussion, en substance, les agricultures de ces pays devraient payer le prix de l'industrialisation. Et il faudrait trouver un moyen de gérer cela, puisque le faire de manière maladroite a conduit à des problèmes en Chine comme en Russie, comme nous le savons. Mais encore une fois, cela se ferait sans le privilège de l'impérialisme. Enfin, cela devrait se produire malgré la résistance impérialiste. J'ajouterais aussi une autre chose, il n'aurait pas la soupape de sécurité consistant à exporter l'excédent de population vers le reste du monde, comme l'ont fait les Européens. Donc, d'accord, sous tous ces aspects, l'industrialisation et le développement du reste du monde auraient dû être différents. Sur votre point concernant la multipolarité, d'accord, vous dites qu'environ de 1750 à 1950, c'était l'ère impériale européenne, mais c'est durant cette période que les États-Unis se sont industrialisés, que le Japon s'est industrialisé, deux puissances non européennes. Donc je l'appelle multipolaire simplement parce que ces acteurs étaient en concurrence les uns avec les autres. Mais, étant des puissances capitalistes, leur concurrence a eu certaines conséquences. La multipolarité actuelle n'aura pas les mêmes conséquences, car les puissances qui émergent aujourd'hui ne sont pas d'autres puissances capitalistes impérialistes. Mais c'est un autre sujet dont nous pourrons discuter. Et c'est une autre raison pour laquelle il faut quelque chose comme l'économie géopolitique, parce que cela prend au sérieux l'idée que les dynamiques du capitalisme sont le principal déterminant de la politique étrangère en ce qui concerne les pays impérialistes, en ce qui concerne les pays capitalistes prospères. Et eux, je veux dire, vous savez, tous les problèmes du monde ont émané d'un seul coin, vous savez, comme Glenn l'appelle, comment déjà la péninsule de l'Asie ou quelque chose comme ça, tout est parti de ce coin-là. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit à propos de la Compagnie des Indes orientales, etc., Polanyi. Les marchés sont enchâssés, etc. Bien que, de manière très intéressante, les idées de Polanyi soient toujours lues comme s'il existait une sorte de yo-yo entre l'intégration et la désintégration. Vous savez, nous avons des marchés libres, puis il y a une réaction et ainsi de suite, ce double mouvement. Mais en réalité, ce que Polanyi disait dans La Grande Transformation, si vous y réfléchissez, lisez la première phrase de La Grande Transformation, que dit-il? La civilisation du 19e siècle s'est effondrée. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que les conditions dans lesquelles ce yo-yo de l'intégration et de la désintégration, ce double mouvement, pouvait se produire n'existent plus. Ce dont nous avons besoin maintenant, disait Polanyi, c'est d'une forme de socialisme.
C'est ce qu'il disait en 1944. D'accord, je suis d'accord avec ça. Maintenant, concernant l'État et le marché, je dirais simplement qu'il me semble que la véritable question est, surtout étant donné que les marchés livrés à eux-mêmes, s'ils sont livrés à eux-mêmes, mais même lorsqu'ils ne le sont pas, dans un contexte capitaliste, ils conduisent au monopole. Ensuite, les entreprises monopolistiques finissent par dominer l'État. D'accord. En réalité, la question est-ce que l'État contrôle les entreprises ou est-ce que les entreprises contrôlent l'État? Et pour moi, une fois que l'État contrôle les entreprises, toutes sortes de possibilités s'ouvrent. On peut avoir plus ou moins de planification, selon le contexte, selon les besoins. On peut être assez pragmatique quant à la frontière entre plan et marché, etc. Et je pense que vous êtes probablement d'accord avec cela. Le cosmopolitisme. Oui, d'accord. Et qu'y a-t-il de mal avec le globalisme? Vous savez, j'étais en fait allergique au terme mondialisation, global ceci, global cela, même au début. Je me disais, de quoi s'agit-il? Je veux dire les États, parce que voyez-vous, les mondialistes affirmaient que les États étaient devenus sans importance. C'était une réaffirmation d'un certain type de cosmopolitisme. Très bien. Alors je me suis dit, de quoi parle-t-il? Et je ressentais aussi, et je le disais souvent, que le globalisme est une erreur. Mais maintenant je dis que la mondialisation, le globalisme, peu importe, embrouille l'esprit. Cela empêche de poser la bonne question. Laissez-moi vous donner un petit exemple. La crise financière de 2008, tout le monde l'appelle la crise financière mondiale, mais il n'y avait rien de mondial là-dedans. C'était une crise financière nord-atlantique. C'était une crise dans laquelle vos Européens idiots, je suis désolée mais vous savez, ont investi dans les titres toxiques. Je veux dire, à part les Américains et les Britanniques, les Européens ont investi dans les titres toxiques générés par le système financier américain et ils en ont souffert. Mais tout le reste du monde, à part un choc commercial brutal, mais bref, à court terme, s'est finalement relevé, s'est dépoussiéré et a continué à croître pendant plusieurs années par la suite. En ce sens, ce n'était pas une crise financière mondiale. Et ces termes mondiaux vous incitent à croire que vous savez quelque chose, alors qu'en réalité, vous devriez examiner les schémas réels. Où vont les IDE? Les IDE ne vont pas partout dans le monde. Où vont les investissements de portefeuille et ainsi de suite. Il faut étudier les flux réels, leur forme et leur structure. Lorsque vous utilisez un terme comme mondialisation, cela vous empêche de poser toutes les bonnes questions. Pourquoi le global? Eh bien, vous savez, c'était avant que la haine du globalisme n'apparaisse. Cela, en réalité, est simplement, honnêtement, une conséquence. Pour moi, ma façon simple de le dire, c'est que Trump, qu'y a-t-il d'intéressant chez Trump? Pourquoi Trump a-t-il remporté 2 élections? Parce qu'il a compris qu'on ne peut plus gagner des élections en disant aux Américains que leur économie se porte bien. Il avait compris cela, mais ensuite, bien sûr, comme il voulait servir la même classe capitaliste et corporatiste, sauf qu'il s'agissait d'une version encore plus extrême que d'habitude, il a dû accompagner cette vérité d'un second discours. Et ce second discours disait que votre misère venait du commerce, de la Chine et des immigrés. Il a donc encouragé cet anti-mondialisme. Mais le fait est que cela n'a jamais été véritablement mondial dès le départ. Comme de nombreuses personnes très intéressantes l'ont fait remarquer, déjà dans les années 1990 et 2000, ce qu'on appelle le mondialisme, est en réalité une intensification de la régionalisation. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je veux dire, pourquoi importer quelque chose de 8000 km quand on peut l'importer de 800 km? Donc, voilà, c'est un point. À part cela, je dirais juste une chose. Je pense, puisque vous avez mentionné l'Inde en termes de croissance et ainsi de suite,
que nous devons traiter l'Inde en ce moment avec une grande prudence. Ces statistiques de croissance, comme l'ont montré des économistes qui s'y connaissent mieux que moi et sont de meilleurs statisticiens que moi, sont arrangées. Enfin, pas arrangées au sens de falsifiées, mais elles reposent sur certaines méthodologies défectueuses adoptées il y a environ 10 ou 12 ans. Ces méthodologies exagèrent le taux de croissance de l'Inde. Et le principal problème, à mon avis, c'est qu'elles reposent sur le fait que, parce qu'ils ont, comme tous les fascistes, je suis désolée, mais comme tous les fascistes, ils détruisent la capacité statistique. Ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de mesurer l'activité économique réelle, ils prennent l'activité des entreprises comme indicateur de l'ensemble de l'économie. Mais c'est précisément là que réside le problème. Dans une situation où depuis 10 ou 11 ans, le gouvernement Modi a donné la priorité au bien-être des entreprises plutôt qu'à celui de tous les autres. Ainsi, l'économie des entreprises prospère, tandis que tout le reste de la population souffre. Et ce n'est pas une bonne économie, c'en est même une terrible. Si vous faites partie des 3 à 5% d'Indiens qui s'en sortent bien, la vie n'a jamais été aussi belle. Tous les autres souffrent. Et oui, il n'y a pas de... Eh bien, vous savez, au moins au Brésil, il y a le PT. En Inde, nous n'avons toujours pas une telle force, ce qui est un gros problème. Mais bon, je vais m'arrêter là. Je demanderai alors peut-être à Jeffrey de répondre rapidement, puis à toute autre personne qui souhaite ajouter ou demander quelque chose. Très bien, je serai très bref. Nous avons encore beaucoup à discuter, mais je dois partir. Et je pense que Radhika doit partir aussi. Donc je serai très bref. Premièrement, il y avait un ministre des Finances au Chili, sous Pinochet, qui disait « Peu m'importe que nous produisions des chips de pommes de terre ou des puces électroniques, c'est le marché qui le déterminera. » Eh bien, c'est une mauvaise idée. Là-dessus, nous sommes entièrement d'accord. Produire des chips de pommes de terre n'est pas la voie du succès. Produire des puces électroniques est une bien meilleure voie vers le succès. Et cela nécessite que l'État y joue un rôle. C'est le premier point. Je pense que lors de la prochaine discussion, j'ajouterai beaucoup plus sur la dynamique de l'innovation. La Chine, par exemple, est une économie extrêmement compétitive. Elle a compté jusqu'à 400 fabricants de véhicules électriques. Ce nombre se réduit maintenant à peut-être quelques dizaines. Mais c'est cette concurrence sur le marché qui a permis à la Chine de se hisser au premier plan mondial de la production de véhicules électriques. De même, pour l'énergie solaire et bien d'autres domaines, je pense que l'innovation est liée à la concurrence sur le marché d'une manière intéressante. Les entreprises d'État, qui sont comme un Walmart ou autre, mais gérées par l'État en tant que prestataires de services et planificateurs, manquent probablement quelque chose du dynamisme propre à l'innovation, que je considère comme absolument essentiel dans la nature des économies avancées et à revenus élevés comme la Chine ou les États-Unis. C'est une caractéristique de la structure économique que le système soviétique, par exemple, n'a pas su générer, sauf dans le secteur militaire, qui était très spécifique. Ce n'était pas une société largement innovante, bien qu'elle ait été très performante dans un domaine étroit auquel elle a consacré une quantité énorme de ressources, le complexe militaro-industriel. Et je relierai cela à la question du niveau de vie, et ainsi de suite. Juste 2 points sur lesquels je veux marquer mon accord pour conclure. Il est très important de comprendre que l'industrialisation tardive s'est produite dans un contexte marqué soit par une force permissive, soit par une force négative de la part des puissances dominantes. La croissance de l'industrie en Asie de l'Est dans les années 1960, par exemple, s'est déroulée dans un environnement sécuritaire américain très permissif pour un certain nombre de petits pays, ainsi que pour le Japon.
Lorsque les États-Unis s'opposaient à l'industrialisation, ils étaient capables de nuire gravement à un pays aspirant à une industrialisation tardive. Cela remonte à 200 ans, à l'époque où les puissances impérialistes ou dominantes pouvaient empêcher d'autres pays de prendre leur place au soleil. C'est un point très important, et cela reste vrai aujourd'hui. Je pense que c'est un point d'analyse très important, complètement négligé par les économistes d'ailleurs, presque comme un angle mort professionnel, une sorte d'échec de la formation. Dans l'économie néoclassique, tout ce qui concerne la performance économique repose sur la manière dont vous vous comportez, et non sur la façon dont quelqu'un vous soutient ou s'oppose à vous. Ainsi, l'échec signifie que vous êtes mauvais, alors qu'il se peut simplement que vous soyez écrasé de l'extérieur. Je pense que c'est extrêmement important. Et enfin, la question finale. Est-ce l'État qui contrôle les entreprises ou les entreprises qui contrôlent l'État? Aux États-Unis, ce sont les entreprises qui contrôlent l'État. C'est tout à fait clair. C'est vraiment très marxien, et c'est très vrai. Dans l'État dit marxiste de la Chine, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, peut-être l'État socialiste ou communiste, l'État contrôle les entreprises. S'il exerce une pression excessive, il causera des dommages. Il empêche donc la prise de contrôle de l'État par certaines grandes entreprises technologiques, quelque chose de ce genre. Mais il a aussi été assez habile pour ne pas écraser les entreprises privées. Et je pense que c'est là la compétence. La compétence consiste à ne pas avoir un État gouverné par des entreprises privées, mais aussi à ne pas tuer les entreprises privées et leur capacité d'innover. Je pense que la Chine a été la meilleure dans ce domaine parmi toutes les grandes économies au cours des 40 dernières années. Je veux juste ajouter une chose très rapidement, car je sais que tu dois partir. Mais tu sais, j'ai récemment écrit un article précisément sur la question de l'innovation, et j'aimerais le partager. Il n'est pas encore publié, mais je suis heureux de le partager, car en gros, le titre dit tout. Comment DeepSeek a révélé le modèle d'innovation Sci-Fi de la Silicon Valley. De la science-fiction, mais avec la finance en plus. Nous avons déjà vu ce film. C'est arrivé à la fin des années 1990 et nous le voyons à nouveau. Donc, j'aimerais soulever quelques points. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord sur la manière dont la Chine a innové, mais l'Union soviétique aussi avait de nombreuses innovations à son actif. Elle était également capable d'innover. Il existe donc en somme différents modèles d'innovation.